À l'émission aujourd'hui, nous parlons de la Guinée, ce très beau pays d'Afrique de l'Ouest, un pays qui a souffert de l'épidémie d'Ebola. Bien sûr, depuis la fin qui a été annoncée par l'Organisation mondiale de la santé, alors depuis la fin de l'épidémie, le pays tente de redorer son image auprès du monde. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Bonjour, bienvenue à l'émission. C'est un très grand plaisir de recevoir des représentants de la Guinée, ce très, très beau pays, je le disais dans l'intro, mais ce très beau... Vous pouvez aller voir sur Internet c'est des cours d'eau, c'est de la végétation, c'est des montagnes, c'est un très beau pays en Afrique de l'Ouest. J'ai avec moi Son Excellence, l'ambassadeur Saramadi Touré. Tout à Ça me fait. fait un grand plaisir de vous recevoir, Excellence. C'est Merci. pas tous les jours qu'on reçoit un ambassadeur sur mon plateau. J'ai la belle Kultumi Diallo qui va nous parler, entre autres, des prix d'excellence de la Guinée et Abdourahmane Diallo également, qui est le président de l'Amicale des Guinéens de la région de la capitale nationale ici à Ottawa. Merci à vous trois d'être là. Merci à vous. Si on commençait par parler du pays, où ça se situe, quel genre de quoi ça a l'air ce pays-là? Toi, tu es arrivé de ton pays d'origine il y a quelques années à peine, ça fait quoi, 3, 4 ans? 3 ans maintenant. Parle-moi de ton pays. Pardon? Parle-moi de ton pays. Oh, la Guinée? Oui, C'est- oui, parce que maintenant, tu as deux pays. Oui. La Guinée puis le Canada. Canada, Parle-moi oui. de la Guinée. Bon, la Guinée, c'est un pays de l'Afrique. Comme vous le savez, l'Afrique, c'est un continent qui compte plus de 50 pays en question. La Guinée est située plus précisément en Afrique de l'Ouest. Comme c'était le seul pays aussi à dire non au référendum du 28 septembre 1958 à la France. Et c'est une ancienne colonie française. C'est un pays en question qui a une superficie de 245 857 km² avec une population environ de 10 millions d'habitants, qui est composé de plusieurs ethnies. Un beau pays avec beaucoup de ressources naturelles aussi, surtout. Comme nous avons plus de 10 langues en question, c'est-à-dire plus d'à peu près 10 ethnies, des dialectes en question, je peux l'appeler, comme nous avons les Peuls, qui font la plus grande partie de la population guinéenne. Après, nous avons les Malinké, les Soussous, les Guerzés, les Kissi, les Forêts, les Baga. Et nous avons les fleuves en question aussi. Oui. Et la Guinée est le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, comme je vous le disais tout à l'heure. Et que c'est là, quand on dit le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire plusieurs fleuves prennent leur source en question en Guinée. Et nous avons des montagnes. C'est montagneux, hein? Oui. Oui. Nous avons d'ailleurs la Dame du Mali en Moyenne-Guinée, qui est un endroit très touristique, sans oublier le mont Dimba en Guinée forestière, qui fait 1750 mètres. Et d'ailleurs, c'est l'un des plus grands montagnes de l'Afrique en question aussi. Et nous avons beaucoup. C'est un très beau pays. Oui. Tout à l'heure, Kultumi, est-ce que je peux te tutoyer? Oui, bien. Tu as dit que c'était le seul pays à avoir voté non au référendum de 1958. De quoi s'agissait ce référendum? Ce référendum, quand on dit non au référendum du 28 septembre, comme vous le savez, après que avoir demandé l'indépendance, la fin de la colonisation, il y avait comme deux façons. C'est-à-dire oui au référendum, le pays avait l'indépendance, mais la France pouvait rester dans le territoire pour continuer à travailler. Et non, nous préférons, comme l'on le dit, la liberté à la pauvreté, l'opulence dans l'esclavage. C'est-à-dire que nous voulons l'indépendance et on voulait être complètement indépendante en question. Donc, vous avez dit non, vous avez dit à la France, vous retournez chez vous? Oui. Mais c'est bien. Oui, je vous vois dire oui. Oui, madame, merci. Merci vraiment d'abord de nous donner cette opportunité réellement sur ce magnifique plateau de parler de notre pays. Et je voulais vraiment saluer l'esprit qui vous anime de nous amener à parler aujourd'hui de la Guinée, puisque, comme vous venez de le dire, c'est un pays
très beau, c'est vrai, mais très mal connu, malheureusement, très mal connu. Et donc, des opportunités comme celles que nous vivons aujourd'hui nous donnent l'occasion d'en parler. Et donc, à vos auditeurs, et ça nous fait plaisir. Ceci dit, mademoiselle Diallo vient de parler un peu de la géographie, de tout. Je ne reviens pas là-dessus. Et c'est un pays, bien sûr, comparé au Canada, c'est un tout petit pays, puisqu'il fait 245 857 km² pour une population d'environ 12 millions d'habitants. Ça, ce sont les données de 2014. Mais en parlant de la géographie physique, c'est un pays qui est réparti en 4 régions naturelles. Une région côtière nous avons une ouverture sur la mer qui fait environ 300 km de côte sur l'océan Atlantique. Et donc cette zone, toute la zone côtière est appelée la Basse-Guinée. C'est une zone de marécage où prolifère la mangrove, qui est connue un peu comme une végétation très caractéristique du monde tropical. Ah, oui. Ensuite, il y a la Moyenne Guinée qui constitue le massif du Fouta-Djallon, qui est typiquement guinéen, caractéristique de la Guinée. En fait, c'est la seule région géographique qui est propre à la Guinée seule, en Afrique de l'Ouest, puisque la Basse-Guinée est le prolongement de la plaine côtière qui borde le continent africain depuis le sud du Maroc jusqu'en Afrique australe. La Haute-Guinée est le plateau mandingue qui est un prolongement de tout ce plateau qui couvre toute la zone soudano-sahélienne, qui part du sud du Sahel jusqu'à la mer également. La Guinée forestière est la terminaison finale de ce qu'on appelle la forêt tropicale, la grande forêt équatoriale, qui se situe au cœur de l'Afrique, au Gabon, enfin en Afrique centrale, au Congo. Oui, donc c'est la fin de cette forêt se situe justement dans la Guinée forestière, au sud de la Guinée. Donc en fait, tous les paysages caractéristiques des 3 autres régions naturelles, la Guinée forestière, la Haute-Guinée et la Guinée maritime, sont des prolongements des paysages qu'on trouve ailleurs en Afrique, sauf le Fouta-Djallon, qui est un massif propre à la Guinée, c'est le massif. On va regarder quelques photos, si vous voulez, vous allez nous dire ce qu'on voit. Premièrement, on va regarder la carte où se situe la Guinée en Afrique. La Guinée se situe dans la partie ouest de l'Afrique, au nord-ouest en fait de l'Afrique, juste au sud du Sahara. Je veux donner une précision, c'est le pays tropical le plus proche de l'Europe. C'est le premier pays tropical le plus proche de l'Europe, en fait, puisque tous les pays qui entourent la Guinée, en dehors de la Côte d'Ivoire, du Libéria et de la Sierra Leone, sont des pays du Sahel, qui appartiennent à la zone sahélienne, sahélo-sahélienne, le Sénégal et le Mali. Vous êtes très près de la zone saharienne, mais en même temps, vous êtes... On est resté un pays tropical. Un pays où l'humidité est très élevée. Oui. Alors, les autres pays, les pays du Sahel... On peut regarder la carte de Asie. Voilà déjà des paysages de la Guinée. Ça, c'est une partie du massif ça se situe dans le plateau central du Fouta, ce qu'on appelle, sur le plan touristique, la Dame de Mali. La Dame de Mali, cette zone, la préfecture s'appelle Mali. Et la montagne que vous voyez, si vous observez de près, la figure qui se dessine sur la partie à droite de cette montagne, qui est donc une espèce de falaise, ressemble à une dame, à la figure d'une dame. C'est pourquoi on l'appelle la Dame de Mali. Oui. Il y a beaucoup de visiteurs qui viennent visiter ce truc. Et si vous remarquez le piémont de cette partie, et ça c'est caractéristique, le piémont, c'est un peu une végétation verdoyante qui s'étale d'un bout à l'autre. Bien sûr, avec la forte pression démographique, ce paysage commence à se dégrader, c'est vrai, mais on est en train de prendre quand même des dispositions également pour voir pour le maintenir. Voilà. Que c'est beau. Vous avez ici également le mont Kakoulima qui est à juste 50 km de la capitale Conakry. Et ça fait partie des premiers contreforts de ce qu'on appelle le massif du Fouta-Djallon. Les contreforts du Fouta-Djallon viennent jusqu'à 50 km près de la côte. En fait, près de la mer, à 50 km près de la mer. À partir de cette région, on commence à monter.
C'est-à-dire on commence à monter jusqu'aux altitudes, jusque en- sur le haut plateau En du Fouta. peu d'espace, vous avez 4 différents types de Caractéristiques de- exactement ouais, c'est vraiment- de paysage, C'est un de endroit, climat. c'est un endroit merveilleux pour le tourisme, C'est pour vrai. les gens qui cherchent un endroit où aller en vacances. C'est vrai, c'est vrai. Et je voulais le dire tout à l'heure, mademoiselle a parlé du fait que historiquement, nous sommes le seul pays à avoir voté au référendum de 1958. Il faut expliquer qu'est-ce que c'est que ce référendum. Oui. Est-ce que on va s'arrêter pour une petite pause. Au retour, vous allez nous expliquer. Puis on va être tout oui parce que je veux savoir qu'est-ce que c'est ce référendum et quelle est la différence entre la Guinée, qu'on dit souvent la Guinée-Conakry, et la Guinée-Bissau. On sait que la bien, Guinée-Bissau, c'est portugais. Portugais. Vous avez parlé du Portugal, de la France. Il y a la Guinée-Conakry qui est française, et avant on nous appelait Guinée française, et Guinée portugaise, qui était Guinée-Bissau. Après, il y a la Guinée équatoriale, Aussi. qui est espagnole, enfin, qui est d'une ancienne colonie espagnole. On s'en va à la pause, on va tout de suite rester avec nous. C'est- On parle de la Guinée-Conakry. En fait, c'est la Guinée. Hein? On appelle ça la Guinée-Conakry ici parce que il y a la Guinée-Bissau, il y a la Guinée équatoriale. On parlait avant la pause, Excellence, de ce référendum du 28 septembre 1958, c'est ça? Et le seul pays qui a voté non, c'est la Guinée qui a dit à la France, on veut notre indépendance et on ne veut plus que les Français restent ici, on veut que vous retourniez chez vous. Exact. On préfère être pauvre, mais être indépendant. Exactement. C'est ça, Moi, effectivement, j'admire. Félicitations. ça a été le cas. Vous savez que la colonisation française vers le milieu des années 40, donc face à la Seconde Guerre mondiale, la colonisation déjà, depuis la Première Guerre mondiale déjà, avait pris des engagements, puisque je veux rappeler que les États africains qui étaient colonisés par la France, notamment ceux d'Afrique de l'Ouest, ont apporté beaucoup de contributions aux deux guerres mondiales, la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Non seulement il fallait fournir, la fourniture obligatoire des produits était là, mais il fallait fournir des hommes pour aller grossir les rangs de l'armée coloniale française. Bon, après la Première Guerre mondiale et ensuite la Seconde Guerre mondiale, la France avait promis à ses colonies de les libérer après les efforts de guerre qu'elles avaient fournis en produits et en hommes. Il y avait des centaines de milliers d'Africains qui ont participé à la Seconde Guerre mondiale, qu'on appelait les tirailleurs. C'est quelque chose que les gens ne savent pas, qu'on appelait les tirailleurs. Les tirailleurs sénégalais. On ajoutait sénégalais parce que dans le monde de la France de l'époque, tout noir africain était considéré comme sénégalais. Parce que ça aussi, ça a son explication, c'est la première terre conquise par la France en Afrique. Et depuis, vraiment, je crois, depuis la fin du XVIIIe siècle, oui. Et les Sénégalais étaient considérés comme des citoyens, étaient les tout premiers citoyens français, enfin de seconde zone, mais des citoyens français quand même. Les autres ne l'étaient pas. Et la capitale de l'AOF, ce qu'on appelait l'Afrique occidentale française, se trouvait à Dakar. Donc la France avait proposé, je reviens sur la question, avait promis à ses colonies qu'après les efforts de guerre, donc après la libération, qu'elle allait examiner leur doléance d'accession à l'indépendance. Malheureusement, après 1945, après la libération, la France ne l'entendait pas de cette oreille. Il y a donc des mouvements qui ont commencé à se créer dans les pays. Les jeunes intellectuels de l'époque, dans les différentes colonies, en Guinée, au Sénégal, au Mali, en Côte d'Ivoire, un peu partout, jusqu'en Afrique centrale, ont commencé à s'organiser pour demander, pour exiger l'indépendance. Quand le gouvernement français a constaté cela, le général de Gaulle, qui était à l'époque le président de la France, a organisé donc un référendum à l'échelle de l'Afrique occidentale française et de l'Afrique équatoriale française. C'était l'Afrique centrale d'aujourd'hui. Alors, il fallait organiser un référendum
où on demandait aux États d'accepter d'être en communauté, d'accepter d'intégrer une communauté avec la France. C'est-à-dire on deviendrait des départements français, des départements ou des territoires français, ou alors on dit non à ce référendum et on devient indépendant. En ce moment, on casse complètement avec la France. C'était en fait l'objet du référendum. Oui ou non. Celui qui vote oui accepte d'aller dans la communauté et non, tu acceptes d'aller à l'indépendance. Okay. Donc, la de France tous les États, et là, on est... le général de Gaulle a fait la campagne en faveur de ce référendum en commençant par Dakar et en terminant par Dakar. Il a commencé par Dakar, il a fait toute l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique le général de Gaulle de France. Après, il est revenu. Et c'est à Conakry que le jeune leader guinéen de l'époque, Sékou Touré, avait déjà, son parti politique avait vraiment occupé tout le terrain en Guinée, avait mobilisé la population guinéenne pour la préparer à voter non à ce référendum. Et quand De Gaulle, le 25 août 1958, est arrivé à Conakry, dans le cadre donc de la campagne en faveur de ce référendum, il a été reçu vraiment comme il n'a été reçu nulle part ailleurs en Afrique. Vraiment, massivement. Hein. La Guinée s'est mobilisée pour le recevoir. Mais les leaders guinéens Sékou Touré et Saïfoulaye Diallo, qui étaient les principaux leaders à l'époque, ont pris la parole. Saïfoulaye était le président de l'Assemblée territoriale. On les appelait à l'époque l'Assemblée territoriale. Il a fait son discours et après Sékou Touré a pris la parole. Sa phrase légendaire, c'est à cette occasion qu'il avait dit « Nous préférons la liberté à l'opulence dans l'esclavage ». Et c'est là que De Gaulle n'a pas du tout apprécié vraiment que la Guinée ait voté non contre son référendum. Mais c'est quand même un pays qui se porte très bien. Il a répondu que la Guinée peut prendre l'indépendance, mais avec les conséquences qui s'en suivront. Mais la et ça a Guinée été le s'en cas. est portée très bien par après. Non, pas du tout, madame. Pas du tout. Au contraire, justement, la France, après cette déclaration, et le 28 septembre, effectivement, à l'occasion du référendum, la Guinée a voté massivement non. Et a rejeté donc la communauté que la France lui proposait. Alors donc, le gouvernement français a décidé, et comme tous les États de l'Afrique à l'époque occidentale et équatoriale, vivaient d'une monnaie qui était une monnaie française. Oui. Alors on a tout de suite dit que la Guinée n'étant plus de la communauté, il faut arrêter tout. On a demandé à tous les Français de rentrer. On vous a pénalisé. Et tout ce qu'ils pouvaient prendre, ils n'ont qu'à prendre tout. L'administration devait s'arrêter, les Français devaient partir avec tout. Et ce qu'on ne pouvait pas emporter comme archives, il fallait les brûler sur place. Ça, le pays a pris l'indépendance dans des conditions extrêmement difficiles. Et c'est cette particularité qui suit la Guinée jusqu'à maintenant. Bon, c'est un peu ça a été un système de blocage systématique pendant les 26 premières années. Quelles sont les relations du pays avec les autres pays d'Afrique et les autres pays du monde? La Guinée a eu des échanges économiques. C'est vrai, les échanges économiques, ils sont très importants avec nos voisins, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali et autres, ils sont importants. Quand je veux parler, par exemple, la Guinée est le seul pays de la sous-région, par exemple, à produire de la pomme de terre. Le climat du Fouta, compte tenu de l'altitude, est un climat très favorable à la production, par exemple, de la pomme de terre, qui est très consommée au Sénégal et dans les pays voisins. C'est la Guinée qui ravitaille toute la sous-région de cela, sans compter les eaux que nous donnons à tout le monde et tout le reste, les fleuves et tout le reste. Mais les productions, il y a les échanges avec les pays, il n'y a pas de problème. Et cela s'est amélioré seulement à partir de 1984, après la mort du premier président, Ahmed Sékou Touré. Parce qu'avant, les échanges étaient très difficiles parce que la France avait fait un blocus autour de la Guinée. Est-ce que ça veut dire que vous avez aussi été exclu de l'aide humanitaire ou de l'aide comme de l'aide de coopération? Oui, oui. Pendant les 26 années de l'indépendance, la Guinée a été exclue de tout cela. Okay. Le pays a été obligé de faire face aux pays de l'Est. L'Union soviétique et les pays de l'Est d'Europe à l'époque, la Chine et le reste, de s'associer à ces pays et adopter un système de développement, comme ils l'ont appelé, de développement non capitaliste. En fait, ce n'était pas socialiste, mais c'était un développement non capitaliste. Et c'est ça qui a amené les dirigeants de l'époque à opter vers cette voie, parce que la France avait bloqué tout le monde. Et il faut que vous sachiez qu'à l'époque, les pays occidentaux, il y avait une espèce de politique entre elles,
qu'il y avait la politique des zones d'influence. La politique des zones d'influence. C'est-à-dire les pays africains, les anciennes colonies françaises sont les zones d'influence de la France. Et la dernière décision pour les Occidentaux revenait à la France de prendre. La décision que la France prenait était celle que tous ces pays suivaient, y compris les États-Unis et tous les autres. Donc, quand la France disait non à quelque chose, c'était non. Je vais prendre un exemple. Le barrage, le plus grand barrage que nous voulons construire maintenant, dont on vient de commencer la construction en Guinée, le barrage de Souapiti, le projet de construction de cela avant l'indépendance, un peu avant 1958, était déjà monté. Les études de faisabilité étaient terminées par la France. Mais juste avec ce référendum, c'est presque 60 ans. 60 ans. La France est partie avec tous les dossiers et a bloqué la construction. Il n'a pas autorisé que d'autres pays occidentaux s'impliquent dans la construction de ce barrage. Mais c'est tout à fait normal qu'on peut comprendre que c'était chez vous que ça allait s'installer, ce barrage, parce que vous êtes l'endroit où sont les rivières. Non seulement ça allait s'installer chez nous, mais madame, la construction de ce barrage équivalait à l'indépendance énergétique de la Guinée et de l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Parce que la France, quand ça va finir bientôt, nous allons vendre de l'électricité à bon marché au Sénégal, à la Côte d'Ivoire, au Mali, un peu partout. Alors, vous avez repris un peu de la... Vous avez repris votre place. C'est cela. Mais pas tout à fait encore, madame. On souffre, ça vient. On souffre encore de cette méconnaissance. Ici, quand vous parlez du Sénégal, les gens connaissent ce que c'est que le Sénégal. Et peut-être même, il y a des jeunes Canadiens qui peuvent situer le Sénégal sur une carte d'Afrique. Oui. Quand vous parlez du Mali, du Burkina Faso, mais quand vous parlez de la Guinée, on vous dit c'est Guinée-Bissau, c'est Nouvelle-Guinée. Personne ne connaît la Guinée. Nous continuons à en pâtir. Et c'est pourquoi nous saluons vraiment votre initiative de nous recevoir, ce qui nous permet vraiment de parler un peu Puis c'est triste qu'on a connu, il faut aller à la pause encore une fois, mais c'est triste qu'on a connu la Guinée dernièrement, non pas pour ses réalisations et ses forces, mais à cause de la crise Ebola. Voilà. On s'en va à la pause. Merci. Allons à la pause et puis on va parler d'Ebola. On a entendu parler de la Guinée l'année dernière lors de la crise, lors de l'épidémie d'Ebola. Bien sûr, c'était peut-être la première fois pour beaucoup de gens qu'ils entendaient parler de ce très beau pays. Donc, on a pensé que c'était dangereux aller. C'est sûr qu'on n'allait pas dans le temps de la crise, de l'épidémie. Mais là, c'est terminé. L'Ebola, c'est terminé. L'Organisation mondiale de la santé a annoncé en décembre dernier que c'était fini. C'était fini. Mais pour être fini, je pense qu'il faut 2 cycles de 21 jours. Oui. Depuis la fin du dernier cas avéré qui a été sous traitement. Quand la sortie du dernier cas sous traitement sort de l'hôpital, c'est en ce moment que le compte à rebours commence des 42 jours, c'est-à-dire 2 fois la période d'incubation du virus. Oui. Voilà, donc c'est ça qui a commencé et ça s'est terminé le 28 décembre, comme mademoiselle l'a dit. C'est le 28 décembre. Le 28 décembre. Et donc le 29, l'OMS a déclaré la Guinée comme pays sorti d'Ebola. Est-ce qu'il y avait d'autres pays dans l'Ebola qui avaient été affectés? Il y avait aussi la Sierra Leone et le Libéria. On va remettre la carte. C'était les 2 pays qui sont au sud de la Guinée. Qu'on puisse voir. Et il se trouve que cette épidémie est née dans la petite portion qui est entre le Libéria et la Sierra Leone qu'on appelle le bec du perroquet. Le premier cas d'Ebola a été identifié dans cette zone. Un enfant de 2 ans. Entre le Libéria et la Sierra Leone. Entre le Libéria et la Sierra Leone, la petite protubérance que vous voyez entre les 2 pays, qu'on appelle le bec du perroquet, la région du bec du perroquet. C'est cette petite région de la Guinée qui est... bec du perroquet? Parce que ça ressemble à un bec de perroquet. Voilà, on ne peut pas le voir là, comme il faut, mais je comprends. Alors donc, oui, la petite pointe. Là. Voilà, la pointe qui... Madame, cette épidémie vous avez des noms très imagés. Une telle ampleur. Ça a pris une telle ampleur parce que, d'abord, l'effet de surprise.
c'était une maladie qui était inconnue totalement dans la région, en Afrique de l'Ouest. Le virus Ebola a été reconnu, je crois, quelques années avant, une dizaine d'années avant, mais en Afrique centrale. Et ça n'avait pas fait autant de dégâts, ça avait été maîtrisé. Je crois que l'origine est partie de là. Mais c'était la première fois qu'on entendait parler de cette maladie en Afrique de l'Ouest. Entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, c'est vraiment très grand. C'est très loin. C'est très loin. C'est très loin. L'Afrique est un grand continent. Alors donc, on ne s'attendait pas à ça et c'est venu à l'improviste. Comment on explique ça, savez-vous? On ne sait pas. Jusqu'à maintenant, on ne sait pas encore d'où est venu ce premier cas-là, d'où c'est venu. Jusqu'à présent, les enquêtes continuent. On n'a pas répondu à la question. Et cette question, le personnel médical guinéen en a fait les frais, puisqu'il y en a beaucoup qui ont perdu la vie à cause du fait que personne ne connaissait cette maladie. Et elle est venue de façon impromptue et puis ça a fait beaucoup de ravages. Et il y a d'autres facteurs, puisque jusqu'à 13 mois après, beaucoup de nos populations rurales ne croyaient pas que c'était effectivement une maladie et les gens pensaient que c'était amené par des étrangers et que ce n'était pas vraiment une maladie parce qu'on ne la connaissait pas chez nous. Même la communauté internationale elle-même n'était pas préparée à cette maladie, n'était pas préparée à la maladie. Et c'est ce qui explique tous ces dégâts. Et finalement, ça fait 2082 morts en Guinée sur près de 3900 cas qui ont été avérés comme étant choses. Et puis un nombre total de plus de 12 000 cas dans l'ensemble des 3 pays les plus touchés dans la sous-région. Oui. Alors, ça s'est passé. C'est sûr que quand des situations comme ça surviennent, ça affecte l'image. Oui. On regarde Toronto ici, il y a quelques années, lorsqu'on avait eu la crise du SRAS. Oui. Ah, le SRAS, oui. Encore aujourd'hui, il y a des gens qui ne veulent pas aller à Toronto parce qu'ils ont peur, puis ça fait déjà, 8 ans. Ah, le SRAS, c'était à Toronto. Le SRAS, oui. OK. Ah oui, puis c'était sérieux aussi, là, oui. à Toronto. Ça a pris beaucoup d'années avant que Toronto se défasse de cette image auprès des touristes. C'est vrai. Parce qu'on parlait pendant la pause de la beauté de votre paysage, on en a parlé pendant l'émission aussi. Mais si quelqu'un veut aller en vacances, ce serait un beau pays à aller découvrir. Oui. Madame, non seulement il faut rassurer les Canadiens, mais il faut dire surtout que l'épidémie d'Ebola essentiellement a été arrêtée par un vaccin. Oui. C'est un vaccin qui a été conçu au Canada. C'est un vaccin canadien. C'est un vaccin canadien. Oui. Et donc, on peut vous rassurer aujourd'hui que réellement, la Guinée est un pays réellement sorti d'Ebola, même si on est encore dans la zone d'observation jusqu'au 31 mars. C'est-à-dire qu'il y a 2 étapes. La première étape, c'est le compte à rebours des 42 jours. Quand ces 42 jours sont au complet, l'OMS déclare le pays sorti de l'épidémie. Mais il y a une période plus longue de 90 jours qui doit suivre à partir de cette date, qui doit aller donc du fin décembre jusqu'en fin mars. Ces 90 jours également, c'est pour encore d'autres observations. Je ne connais pas les termes, mais les médecins le savent. On comprend que c'est une période... Parce qu'on dit que ceux qui sont guéris d'Ebola peuvent encore porter le virus pendant ces 3 mois. Et ils peuvent encore être capables de le transmettre à d'autres personnes. Donc, mais je comprends que la maladie a affecté des milliers de personnes. Oui. Mais il y a quand même des dizaines de millions de personnes dans cette région-là. Ce n'est pas tout le monde qui a été affecté. Là. Qui n'ont pas connu ça. C'est comme le SRAS à Toronto. Ça avait affecté, je ne sais pas, quelques milliers de personnes, peut-être. Bien, sur des millions encore là. On ne peut pas s'empêcher de bouger et de vivre parce qu'il y a eu une maladie en quelque part. Ah, bien sûr. Il faut regarder les belles choses. Parlez-moi de ce peuple. C'est quoi les qualités des Guinéens? Je vais demander à Abdourahmane, qui est ici depuis 2010. Oui, c'est vrai. Là, je dirais la première qualité du Guinéen, c'est l'hospitalité. Oui. Mais partout en Guinée, que ce soit en Basse-Guinée, que ce soit en Moyenne-Guinée, en Haute-Guinée, en Guinée forestière, c'est le même peuple, c'est la gaieté,
c'est l'hospitalité. Et là, donc, ça se traduit même, c'est la nature même qui l'indique. Parce que quand vous voyez des sites touristiques comme en Basse-Guinée, disons, vous avez vu les chutes de Niagara ici? Oui. On les a en miniature en Guinée. Ah oui? Oui. Oui. C'est, Il y a tellement des beaux sites. ben, en bien Afrique, sûr, hein? bien sûr. Et on a C'est- le voile de la mariée, par exemple. Ah oui, vous avez ça aussi. Oui, c'est Puis, ça. puis c'est pas commercialisé. Donc, Ben, c'est à l'état encore. ben, on ne veut pas que ce ne soit trop. Hein. On veut garder ça naturel. Ben, bien sûr. Oui, on ne c'est veut pas que ce naturel. soit tout détruit Oui. par les gros et hôtels. aussi, si vous voyez Dalaba, par exemple, c'est une ville où il y a des sapins. C'est le seul endroit en Afrique de l'Ouest, ben, même en Afrique, où il y a des sapins. Ah oui, parce qu'il y a des conifères. Oui, parce À que... cause de l'eau. C'est Pas à cause de l'eau, à cause c'est- de l'altitude. l'altitude L'altitude. et le climat Le local, climat. le microclimat le local. On Donc, appelait vous la- avez un climat qui peut aller du tropical jusqu'à assez frais pour faire pousser des conifères. Oui, Oui. oui, oui. Tu viens de quelle région, toi? Moi, je viens de la Moyenne-Guinée en question. Puis ça, c'est quoi le climat, là? Comme présentement, on ressent un climat qui est à peu près comme le printemps. Un beau climat, nous avons même 1 degré, 2 degrés. Le climat est assez doux aussi là-bas. On va aller à la pause sur ça. Il faut que tu nous parles du gala. Ils sont venus également pour parler du gala, des prix, le gala des prix guinéens, des prix de reconnaissance. Vous allez voir, c'est un très, très beau projet. Restez avec nous, on revient tout de suite. On parle de la Guinée, ce très beau pays qui est situé sur l'océan Atlantique, un pays d'Afrique de l'Ouest, un pays où il y a beaucoup d'eau, beaucoup de végétation, pas du tout désertique comme c'est le cas de la plupart des pays aux alentours. Hein? C'est vrai. Vous avez la forêt centrale qui vient du Congo, qui se termine chez vous. En Guinée, ouais. Vous avez tous les grands courants géographiques qui se terminent chez vous. En plus, vous avez l'océan. Moi, quand je suis allée en Afrique de l'Ouest, je ne suis pas allée en Guinée. J'aurais dû. Je suis allée au Bénin, au Togo, et je le dis souvent, quand on est sur la plage et qu'on regarde la mer, je n'ai jamais vu la mer avec ce genre de courant, cette couleur. Il y a quelque chose de spécial en Afrique de l'Ouest. Quand on est près de la mer est différente d'ailleurs. C'est pas la même chose que quand on est en Floride, mettons, ou quand on est à Cape Cod, qu'on regarde le même océan, mais de l'autre côté. Oui. C'est vrai que le niveau de pollution de la mer est très faible chez nous. Effectivement, Oui. il faut le reconnaître. Parce que l'eau de la mer n'est pas encore... on n'a pas connu ces grandes zones déversement, industrielles ouais. qui déversent vraiment beaucoup de déchets dans la mer. Il y a quelques déchets, c'est vrai, mais les déchets sont plus ménagers que chimiques ou bien sûr nucléaires. Nucléaire, on n'en connaît pas du tout. On Et espère l'eau, qu'on comme en vous connaîtra l'avez pas dit, l'eau, au lieu d'être bleue, elle est verte. Elle est verte, oui. Voilà. Avec Elle est- parfois, dans les quoi, zones où il y a du sable, où il y a de la plage, comme par exemple à Bel Air en Guinée, c'est un sable fin, mais vraiment très fin et blanc. Et quand vous pouvez voir jusqu'à combien de mètres de profondeur, vous voyez... Oui, on est sur le banc, on est sur la plage, puis on Tout à peut fait. voir le fond de l'eau. Le Ça, fond de j'ai l'eau. vu ça ailleurs aussi. Mais là, c'est l'eau, elle est verte. Oui, j'essaie de trouver quel vert, comment. C'est pas turquoise, c'est vert. Tout à fait. C'est quelque chose que j'ai jamais vu. La pollution, C'est la tellement pollution beau. est très faible encore pour l'homme. Voilà. Tu me disais, Abdourahmane, que la plus grande qualité des gens, des Guinéens, c'est leur accueil, leur chaleur humaine. C'est cela. Et tu m'as dit, toi, c'est aussi notre beauté. Aussi vous, pendant la pause, Excellence, qui avait dit, c'est aussi que nous sommes très beaux. Et à vous regarder, je dis, oui, c'est vrai. Dis-moi, Kultumi, c'est
une Guinéenne présentement qui est Miss Afrique de l'Ouest. Oui, CEDEAO en question, c'est la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Et puis qui est aussi Miss Afrique à Montréal. Non, présentement, le concours de cette édition, la Miss Afrique de Montréal, elle vient de Montréal. Mais ce que je disais, dans les 5 ans de l'édition, nous avons été 2 fois couronnés comme Miss Afrique de Montréal. Et dans les années qu'on n'a pas gagné, on a eu quand même la place de première dauphine, ce qui fait que dans les 4 ans du concours, nous sommes toujours parmi les 3 premiers. Et tu trouves ça très drôle. Oui, et une fierté aussi. Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Tu sais, ici, en Amérique du Nord, avec le mouvement féministe des années 70, on avait fait une grosse croix sur les concours, les concours de beauté. Pourtant, les Africaines qui viennent s'établir au Canada et qui deviennent canadiennes, qui font partie de notre communauté, sont très fières des concours de Miss Congo, Miss Guinée. Ils en sont très fiers. Et vous êtes très féministe en même temps. Toi, tu es à l'université, vous avez vos carrières, vous avez votre place dans le monde. Pourquoi? Pourquoi on est très fiers? Surtout qu'on est en Amérique du Nord. Ce que j'ai beaucoup appris ici déjà, c'est la confiance en soi. Donc, je pense que quand on arrive tout en apprenant la confiance de soi, parce que chez nous, on a beaucoup de problèmes, beaucoup de personnes qui arrivent ici. On a comme ce petit défaut, si je prends l'exemple du contact visuel ici, que quand il faut communiquer avec quelqu'un, il faut le regarder dans les yeux. Oui. Alors que chez moi, personnellement, quand je dois communiquer vis-à-vis d'un aîné, je dois me baisser les yeux pour ne pas le manquer de respect. Donc, quand on arrive ici, on a une façon de prouver notre fierté, de se définir encore de plus comme femme. Donc, c'est une façon, comme on a le pouvoir, la liberté ici de le faire. Donc, je pense que moi, je ne dirais pas que c'est mauvais les concours d'élection Miss. Mais, mis à part aussi de l'élection Miss, il faut reconnaître que les Guinéens et les Guinéennes ont assez de talent. Ce soir même qu'on parle, l'Université d'UQAM à Montréal est en train de se redorer l'image d'un Guinéen en question qui a gagné le prix de l'excellence du prof jeune à l'UQAM en question. Ils ont offert le prix le plus jeune professeur. Il vient de la Guinée, il est originaire de la Guinée, M. Abdoulaye Baniré. Donc, je peux dire qu'on a assez de talent, même au niveau du Canada, on est pas mal. On est une communauté très bien intégrée, je pense. Ah, absolument. Absolument. Dis-moi, parle-moi un peu des prix. Le gala qui aura lieu... Le 30 avril. Le 30 avril. Encore une fois, comme tout en apprenant, en s'intégrant dans la communauté nord-américaine, on sait combien de fois les awards sont importants. Toutes choses comme, même présentement, le mois de l'histoire des Noirs, tout le temps, je peux dire même le mois est marqué par célébrer l'excellence. Vous l'avez dit au début de l'émission que les gens ne connaissaient pas la Guinée. On a entendu parler de la Guinée ici, au Canada, qu'après l'épidémie du virus Ebola. Lorsque je suis arrivée en 2012-2013, l'été, j'ai travaillé. Mais quand je disais que je venais de la Guinée, personne ne connaissait c'était où. Mais en 2014-2015, je dis à quelqu'un, que ce soit dans l'autobus, à l'université, je viens de la Guinée, Conakry, on m'affiche directement Ebola. Tout le monde a vécu, on a vécu de la stigmatisation. C'est vrai que peut-être au Canada, on ne l'a pas assez vécu, mais ailleurs dans le monde, comme tel que si je prends le Maroc, la Malaisie, la France, en Afrique, oui aussi. En Afrique, même des pays voisins aussi qui ont fermé les frontières comme nous. Ils ont carrément fermé. Oui. C'est un seul pays, mais il a fermé les frontières, effectivement. Ah oui. Donc, ce n'était pas facile pour nous, les Guinéens, en question de vivre, mais n'empêche... Les Guinéens ont continué à se battre, comme je vais revenir sur l'exemple du professeur le plus jeune, M. Baniré. Malgré qu'il est guinéen, il n'a pas cessé de se battre. On a continué à se distinguer dans la société canadienne et ailleurs dans le monde. On va le découvrir le 30 avril 2016 au Musée de l'Histoire. On va aller à la pause. Au retour, on va justement parler de ce gala qui aura lieu au Musée de l'Histoire, qui est un très beau musée, dans une très belle salle, qui donne les grandes fenêtres qui donnent sur le Parlement canadien, sur la rivière des Outaouais. C'est l'endroit idéal pour célébrer.
Quand tu dis, nous, les Guinéens, ici, nous luttons, mais vous luttez avec une arme tellement puissante, c'est l'excellence. Oui. Vous luttez avec l'excellence. Et votre contribution, on s'en va à la pause, on revient tout de suite. Merci. Je suis en compagnie de deux Canadiens d'origine guinéenne, Abdourahmane Diallo et Koultoumissa Diallo, excuse, oui. Et, mais vous portez le même nom, mais c'est comme les Leduc et les Tremblay ici. Et vous portez aussi le nom de votre premier président, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Est-ce que c'était un lien de parenté avec vous? Non, pas direct. Peut-être quand on monte dans la Alors, généalogie. ouais, peut-être. Alors, Son Excellence Saramadi Touré, ambassadeur de la Guinée ici au Canada depuis 2015-14. Oui. C'est votre deuxième hiver. Il est moins difficile que le premier. Mais l'hiver, c'est jamais agréable. C'est bon? On pourrait tous en passer. Parle-moi du gala qui aura lieu le 30 avril. Alors, tu as commencé à en parler, c'est pour célébrer l'excellence. Ça Oui. va se passer comment? Lors de cette soirée, nous avons 12 catégories dont les associations guinéennes sont en train présentement de choisir et on laisse le public aussi de se présenter en question. Mais les premiers membres du jury sont les associations guinéennes parce qu'à travers ce gala aussi, on veut créer une sorte d'alliance entre nous Guinéennes, entre nous diaspora guinéens aussi. D'ailleurs, c'est une des raisons qu'on s'est dit que le Canada, c'est un grand pays. On fait une grande partie du Canada aussi, mais d'inviter nos compatriotes aussi vivant aux États-Unis, qui sont nos voisins, et aussi du Maroc, de la France, à participer avec nous dans le gala. Donc, le 30 avril 2016, on va choisir 12 Guinéens pour cette première édition qui se sont distingués. Et nous aurons même d'ailleurs des awards surprises dont on n'a pas encore défini les catégories. Ce sont 2 awards surprises, plus des 12 awards qu'on va choisir. Alors, les 12 catégories, est-ce que tu peux les dire comme ça, sans... Oui, on a le meilleur blogueur, on a le prix de l'excellence académique aussi, on a la meilleure personnalité politique, on a le meilleur médecin, c'est-à-dire quand on parle du meilleur médecin, un médecin qui a couvert pendant l'épidémie du virus Ebola, parce que l'idée du gala est venue comme suite à tout ce que nous avons vécu pendant l'épidémie du virus Ebola. C'était une manière pour nous sur la scène internationale, parce que ce gala, on pouvait le faire en Guinée chez nous, mais on s'est dit qu'on va le faire au Canada ici pour montrer aussi une fois comment on est bien intégré, aussi montrer comment on peut redorer l'image de la Guinée sur la scène internationale. On a la Miss de la décennie, comme on l'a dit au début, que la beauté compte beaucoup chez nous aussi. Oui, oui. On a la personnalité sportive, le meilleur chanteur de la diaspora aussi. Et on aura la meilleure association guinéenne de la diaspora. C'est pas mal. Intéressant. Oui. Et l'excellence journalistique aussi. Un journaliste qui a couvert pendant l'épidémie du virus Ebola. Donc, on parle de la diaspora au Canada, aux États-Unis, au Maroc et en France. Oui. Est-ce que les gens vont venir ici ou est-ce que vous allez transmettre par Skype ou comment vous allez fonctionner? Est-ce qu'on peut s'attendre à avoir de la visite des autres pays le 30 avril? Oui, on s'attend d'abord de la présence surtout de tous les présidents des associations guinéennes et aussi d'ailleurs des membres du gouvernement venant de la Guinée. On attend même certaines nominés aussi qui viendront de la Guinée, bien sûr, dépendamment de l'immigration au Canada aussi, comment on aura l'obtention des visas, puis des Guinéens de la France, des États-Unis, on attend pas mal de monde. Et puis, est-ce que les médecins qui ont développé le vaccin vont être là? Oui, on compte les inviter. Peut-être qu'on devrait les inviter, ça Oui. serait bien. Ça, pour leur dire merci. On les invite. On les invite aussi. Oui. Vous avez... Donc,
Donc, c'est vraiment une célébration de l'excellence guinéenne. Oui, on a aussi un prix qu'on offre à une personnalité qui n'est pas, une personne qui n'est pas guinéenne, mais qui est beaucoup intégrée dans la communauté guinéenne. Oui. Parce qu'il faut reconnaître, il y a même beaucoup de Québécois en question qui partent s'installer en Guinée ou qui partent investir en Guinée. Donc, comme il a dit chez nous, c'est l'hospitalité et puis ensuite la reconnaissance. Donc, à travers le gala, on s'est dit qu'il faut reconnaître aussi les autres personnes qui aident seulement, qui nous ont aidés. Donc, on aura cet award Oui, puis aussi. cette année, c'est 2016. 2017, ce sera le 150e anniversaire du Canada. J'espère que vous... Est-ce que vous pensez faire votre gala à toutes les années? Non, on est en train de réfléchir si c'est une fois dans les 2 ans. Parce qu'on ne veut pas entrer comme Ottawa 2017 où on a déjà... Il faudrait faire quelque chose pour Ottawa 2017 parce que ce sera l'occasion. Là, faut parler, on n'a pas beaucoup de temps, mais il faut parler de l'amicale. Si jamais il y a des Guinéens qui sont à l'écoute, des Canadiens d'origine guinéenne, l'amicale, qu'est-ce que vous faites dans la région? L'amicale des Guinéens de la capitale nationale, comme son nom l'indique, est une association à but non lucratif qui réunit en son sein tous les Guinéens, les Canadiens d'origine guinéenne, les sympathisants aussi. Les sympathisants. Les sympathisants, bien sûr. Oui, c'est ça, les amis, les sympathisants. Sans distinction de race, de sexe, d'appartenance religieuse, parce que là, on veut rassembler tout le monde avec nous. Et là, cette association est née pratiquement il y a quelques années, il y a 2 ou 3 ans, parce que, bon, traditionnellement, les gens n'immigraient pas. Ils venaient étudier et retourner, mais de plus en plus, il y a l'immigration, les gens arrivent d'eux-mêmes, ils s'installent, il y a des familles qui s'installent. Donc, on s'est dit qu'il fallait les aider à s'intégrer. Donc, c'est une amicale qui favorise l'intégration dans le milieu canadien, qui favorise la solidarité entre les membres et puis faire connaître les valeurs du pays, les valeurs de la Guinée avec la communauté canadienne. Est-ce que c'est possible de maintenir, puis là c'est une grande question là, que je vous pose, est-ce que c'est possible de maintenir les valeurs fondamentales de la Guinée ici? Les valeurs d'hospitalité. Telles quelles, c'est difficile parce que quand vous arrivez, vous trouvez un milieu, il faudrait voir ce qui est dans le milieu, ce que vous apportez. D'accord. Et donc, c'est un lieu d'échange. Oui. Et je pense que c'est plus facile quand on échange. Est-ce que le soleil de la Guinée vous manque? Oui. Bien sûr, à des températures comme ça, je pense que... Oui, on enregistre l'émission le 11 février, puis il fait comme moins 20 à l'extérieur, avec un ressenti de moins 35. C'est cela, donc ça nous manque beaucoup. Je vais vous dire franchement que votre soleil me manque à moi aussi. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Le soleil, c'est la joie, hein? Oui. C'est vrai. Oui. Pouvez-vous expliquer pourquoi le soleil, c'est la joie? Madame, c'est la principale source d'énergie sur la Terre. La source d'énergie. Sans énergie, la vie n'aurait pas été possible pratiquement. Alors donc le soleil, ça devient... Je ne sais pas comment décrire. C'est vrai. Quand vous réveillez le matin, vous voyez le soleil. C'est vraiment... Ça va être une belle journée. Une journée, même s'il fait froid. Vous voyez ici, quand il fait froid et que c'est sombre, c'est vraiment... C'est triste. Mais même s'il fait froid et qu'il y a du soleil, les gens... Ça passe un peu. Les gens ont plus tendance à se parler quand il fait soleil. Ici, est-ce que vous ne trouvez pas ça difficile un peu d'être pris dans votre appartement puis pas parler à personne? Même moi, je trouve ça difficile. Moi, j'aime vivre avec ma famille autour de moi partout. C'est vrai. C'est ça, une de nos forces également, une des valeurs dont M. Diallo parlait tout à l'heure, c'est justement cette vie communaucratique qui fait que nous partageons tout. Nous sommes pauvres, même cette pauvreté, nous la partageons, et ça se ressent, chacun la ressent moins. C'est parce que nous la partageons. Cette vie communaucratique a une très grande valeur pour nous. Tout ce qui se fait dans la société, chacun la partage. Le baptême, la naissance, enfin le baptême, le mariage, tout. En fait, le malheur comme le bonheur, on partage tout. Même le souper, même les repas. Même le repas. Ça se partage. Il faut aller à la pause. Et puis, moi, je pense que vous devriez, on revient tout de suite, je pense que vous devriez essayer d'implanter votre façon de faire ici. On est trop minoritaire, on est un peu minoritaire pour pouvoir changer la donne.
nous reste quelques secondes à peine. Vous nous avez permis de faire connaissance avec la Guinée. Je vous invite à aller visiter des sites web. Il y a de très, très belles photos. La meilleure chose, c'est d'aller sur le site web, aller sur Tourisme guinéen ou cherchez, vous allez voir. Mot de la fin. Ben, merci de nous avoir reçus. Ça m'a fait ici. plaisir. Ben, ça nous S'il y a des gens qui sont sympathisants avec la Guinée, ils Ben, aiment communiquer avec l'amicale. L'amicale guinéenne de la capitale nationale, ici à Ottawa. Le gala. Merci de nous avoir reçus. On attend tout le monde, les Canadiens, les Guinéens, les Africains en question, les Haïtiens, toute la communauté canadienne est invitée le 30 avril 2016 au Musée de l'Histoire. Est-ce que il y a des billets à vendre? Oui, il y en aura. Ça va être sur le site web www.guinéenexcellenceaward.com. Guinéen, oui, c'est ça. Alors, Guinéen Excellence, vous êtes venus entre nous, hein? Oui. Je pense, est-ce qu'on a le site web, Jerry? Alors, ça va être guinéenexcellence.com. Et Excellence, vous avez quelques secondes. Je vous remercie vraiment de nous avoir reçus. Et ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que la Guinée est un pays mal connu au Canada, mais qui est un atout, un très grand atout pour les Canadiens. Oui, c'est un grand atout pour les Canadiens. Et j'invitais vraiment et les Canadiens d'origine et les Canadiens de souche d'aller vers la Guinée. Ils seront accueillis à bras ouverts. Demain matin, on fait notre valise, ça va chez vous. Merci, bonne journée. Merci beaucoup.